Bonsoir et bienvenue sur le Média pour le Fond de l'Info. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons sur une résolution historique. Le 18 septembre 2024 dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution exigeant qu'Israël mette fin à son occupation des territoires palestiniens dans un délai de 12 mois, soit d'ici le 18 septembre 2025. Cette décision fait suite à l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice le 19 juillet 2024 qui a déclaré l'occupation israélienne illégale au regard du droit international. La France, parmi les 124 pays ayant voté en faveur de cette résolution, est désormais confrontée à la nécessité de traduire cet engagement en actions concrètes. Pourtant, 5 mois après ce vote, aucune mesure tangible ne semble avoir été prise. Cette inaction soulève des questions cruciales sur la position diplomatique de la France, le respect du droit international et les perspectives de paix au Moyen-Orient. De plus, la récente vidéo publiée par Donald Trump sur sa plateforme Truth Social suscite une vive indignation générée par l'intelligence artificielle. Elle présente une vision profondément cynique et déplacée de l'avenir de Gaza, transformée en une station balnéaire luxueuse estampillée Trump. Pour revenir dessus, je suis avec Paul Hellec, chroniqueur régulier aux médias, et Insaf Rezaghi, docteur en droit international. Bonsoir Paul. Bonsoir. Bonsoir Insaf. Bonsoir Amina. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Trump a publié une vidéo ce mercredi 26 février avec une mise en scène caricaturale qui cache une proposition inacceptable, l'éviction de millions de Palestiniens et la refonte de la région sous contrôle américain. Cette approche méprise non seulement les souffrances des habitants de Gaza, mais elle alimente également une vision coloniale et irréaliste du conflit israélo-palestinien, loin de proposer une solution viable. Cette vidéo illustre un profond mépris pour le droit international et la souveraineté des peuples. Set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Alors, on vient de voir cette vidéo. Alors, pour vous, comment est-ce que cette vidéo, elle reflète une tentative de banaliser l'oppression des Palestiniens et aussi de nier leur droit à l'autodétermination ? Cette vidéo qui a été partagée par le président américain, elle s'inscrit dans le plan Trump qu'on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Et tout ce plan, mais j'ai envie de dire en fait toute la politique des États-Unis depuis un certain nombre de décennies à l'égard de la question palestinienne contrevient à un certain nombre de règles du droit international. Le plan que Trump propose, c'est un crime contre l'humanité. D'un point de vue du droit international, c'est une infraction grave à la 4e Convention de Genève. Il propose clairement, et je cite la Convention quand il, à travers ce plan, il propose de déporter ou de procéder au transfert forcé d'une population occupée, donc le peuple palestinien de Gaza, en dehors du territoire occupé. Et ça, c'est proscrit par le droit international et rien ne justifie de sortir une population occupée de son territoire. Et ça participe plus largement, j'ai envie de vous dire, à la fois effectivement au nettoyage ethnique qu'on connaît et qu'on a vu depuis 1947 de 700 000 Palestiniens déjà à l'époque de la Palestine historique, tout en rappelant d'ailleurs que 70% des Palestiniens à Gaza sont soit des descendants directs de la Nakba, soit des survivants de la Nakba. Donc il y a aussi un traumatisme qui ressurgit et ça participe du processus finalement un peu général qu'on voit depuis le début de la guerre à Gaza, de déshumanisation des Palestiniens, en niant encore une fois leur identité palestinienne, en disant mais après tout, ce sont des Arabes, donc il y a 22 États arabes autour d'eux, ils peuvent très bien aller choisir d'aller en Jordanie, en Égypte, etc. C'est ce qui a été proposé. C'est ce qui a été proposé. Et donc ça participe de ce processus de déshumanisation en disant aux Palestiniens finalement vous n'êtes que une partie des autres populations arabes, donc allez vous intégrer ailleurs. Et ça permet, et j'espère qu'on va en parler finalement, d'intégrer la question aussi de la Cisjordanie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'objectif à travers Gaza, mais à travers tout le reste de la Palestine, c'est pour Israël d'occuper et d'annexer l'intégralité de la Palestine historique, donc d'être la puissance occupante de la mer Méditerranée au Jourdain et de l'annexer définitivement. Une réaction à Paul ? Oui, je pense que cette provocation assez ignoble de la part du président américain, elle répond aussi aux faibles expressions qui se sont posées face à ces annonces.
C'est-à-dire que la première fois qu'il annonce cette chose, tout le monde a peut-être voulu interpréter ça comme un propos délirant, comme il en a pu en tenir beaucoup, avec la limite que ces propos délirants sont toujours des propos également racistes, comme sur les eating the cats, the dogs, sur les immigrés, etc. Et à chaque fois, on se dit c'est une provocation d'un homme, qui clairement est un homme raciste, etc. Je ne développe pas, et ça passera. Et puis en fait, il y a eu des propositions répétées. La première fois qu'il fait cette proposition, il reçoit qui à ce moment-là à la Maison-Blanche? Il reçoit Benjamin Netanyahou. Et en fait, il ne se fait que le porte-parole du rêve de l'extrême droite israélienne. Je rappelle que dans l'extrême droite israélienne, le départ des colonies qui existaient autour de la bande de Gaza en 2005 est vécu comme un traumatisme, et que ça a été un objectif concret pour des organisations de s'organiser pour le retour, pour faire du lobbying auprès du gouvernement israélien pour pouvoir retourner dans ce territoire et pour pouvoir s'approprier la bande de Gaza. De la même manière que la question de la Cisjordanie, c'est aussi son appropriation complète. Donc je dirais que le problème, c'est qu'il y a eu peu de réactions internationales. Je veux dire, de fait, on a l'habitude d'avoir une diplomatie qui, pour moi, est de l'ordre du bavardage sur la situation en Palestine. Mais là, je veux dire, parce qu'effectivement, il s'agit tout simplement d'une proposition de nettoyage ethnique, il aurait dû y avoir une levée de bouclier immense. Je veux dire, et pas grand-chose. Donc je pense qu'il avance comme ça dans les provocations jusqu'à ce que ça devienne une réalité, parce que la stratégie du fait accompli, c'est aussi ça, la stratégie de l'État israélien depuis le départ. C'est-à-dire, ils agissent, ils prennent concrètement des territoires, ils s'emparent d'endroits, ils implantent l'armée comme moyen de protection, soi-disant, des populations qui sont par exemple implantées dans le cadre de l'opération coloniale en Cisjordanie. Et une fois que c'est fait, c'est un fait accompli. Je veux dire, même les décisions juridiques internes, c'est-à-dire de la Cour suprême israélienne, une fois qu'elles sont faites, même quand bien même elles contreviendraient à ce qui est fait par le système colonial israélien, elles n'ont aujourd'hui plus véritablement d'application. Et je rappelle qu'il y a une crise politique en Israël et de nombreuses manifestations sur ce sujet pour mettre à pas, au pas du pouvoir la Cour suprême israélienne. Donc c'est des enjeux. Voilà. Je dirais une deuxième chose, c'est qu'effectivement, je suis d'accord sur cette question de traumatisme. Cette vidéo, finalement, c'est une insulte aussi. C'est une insulte. Et puis c'est l'histoire du peuple palestinien. Je veux dire, de départ permanent. Parce que c'est des descendants, vous l'avez très bien dit, 70% d'entre eux dans la bande de Gaza, mais descendants de qui? Des gens qui habitaient dans ce qui est aujourd'hui considéré comme le territoire israélien. La majorité sont des localités qui se trouvent tout le long de ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire israélien. Et cette question, effectivement, du lien avec l'arabité, ils iront en Jordanie, en Égypte. Bon, on nous a dit, ça fait partie de la provocation de Trump, mais en vérité, pareil, si on regarde un peu historiquement, c'est une vieille idée. On parlait de solution jordanienne pendant une période où l'État colonial israélien n'était pas dirigé par l'extrême droite, mais par la gauche travailliste, c'est-à-dire en gros de 1946 jusqu'à 1977. Vous avez eu systématiquement cette proposition de dire la Jordanie va revendiquer notamment la Cisjordanie, un certain nombre de territoires, et ils iront en Jordanie, parce que de toute façon, ce sont des Arabes. D'ailleurs, vous regardez les écrits de tous les dirigeants israéliens, les fondateurs de l'État israélien, etc., ils ont toujours parlé des Arabes. Il y a toujours eu une négation de l'identité palestinienne en tant qu'unité particulière, parce qu'il faut nier cette identité pour nier le droit à l'autodétermination de ce peuple, ce qui est le sort qui leur est réservé. Et donc, cette solution jordanienne, en fait, elle s'est achevée à la fin des années 80 dans le cadre d'une discussion entre la Jordanie et Israël pour signer la paix, qui arrivera en 1994, et où la Jordanie a renoncé à toute prétention territoriale. Je rappelle que la Jordanie a aussi occupé une partie, la Cisjordanie, pendant une période entre, j'allais dire, 47 et 1988. Donc, non, parce qu'en 67, en vérité, la Cisjordanie est occupée par Israël. Oui, mais ils rompent ses liens avec la Cisjordanie définitivement. En 88. Donc, cette question-là, c'est pareil. En fait, c'est juste, il faut comprendre qu'au-delà de Trump, c'est une proposition qui est clairement la voix de l'entreprise coloniale israélienne et que c'est leur objectif, mais vous l'avez bien dit. Et justement, on peut dire en fait que Donald Trump apporte ce projet justement d'aggravation des tensions, d'expansion de la colonisation israélienne en Cisjordanie, et aussi la colonisation israélienne s'est intensifiée avec la création de 59 nouveaux avant-postes en Cisjordanie en 2024 seulement, la destruction de 215 maisons palestiniennes à Jérusalem-Est et le contrôle de 85% de la vallée du Jourdain. Comment, selon vous, la communauté internationale peut encore parler d'une solution à deux États face à cette réalité en fait sur le terrain? Moi, je dis toujours que la solution à deux États, c'est une chimère
que la société internationale a construite au fil des décennies et a imposé aux opinions publiques internationales et a tenté d'imposer aux Palestiniens en leur disant de toute façon c'est la meilleure solution, c'est que vous vous retranchez sur une partie du territoire historique de la Palestine. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une autorité qui contrôle l'intégralité de la Palestine historique et c'est Israël. L'autorité palestinienne, c'est une autorité qui est sous tutelle aujourd'hui de l'autorité israélienne parce que les accords d'Oslo ont créé finalement tous ces mécanismes juridiques de contrôle par Israël du territoire palestinien en le découpant, en le morcellant avec 3 zones notamment. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'un Palestinien, où qu'il soit, il passe de près ou de loin, de sa naissance à sa mort, par l'autorité israélienne. Un exemple très bête, mais la zone A, qui est censée être sous contrôle aujourd'hui normalement de l'autorité palestinienne, sous contrôle civil, quand un Palestinien il naît à Bethléem, à Ramallah, à Hébron, etc., quand le parent va enregistrer son enfant, va enregistrer la naissance, l'autorité palestinienne d'abord en informe Israël et ensuite Israël décide, donne son accord ou non pour enregistrer à l'état civil la naissance de l'enfant. Quand un document d'état civil doit être changé parce qu'une adresse, une domiciliation change, Israël doit être en avisé pour avoir la nouvelle adresse du Palestinien, où qu'il soit d'ailleurs dans tout le territoire. Et c'est également le cas pour la bande de Gaza. Le Hamas, les registres d'état civil sont transférés à l'autorité palestinienne qui les transfère ensuite à Israël. La question du contrôle des terres. Aujourd'hui, en zone C, 60% du territoire actuel de la Cisjordanie, 70% des territoires sont interdits à la construction pour des Palestiniens et c'est quasiment impossible de le construire sur les 30% restants. Les routes sont contrôlées par Israël. Vous avez près de 600 barrages militaires et checkpoints qui quadrillent aujourd'hui toute la Cisjordanie. Un Palestinien de Jérusalem-Est qui va épouser une femme, une Palestinienne de Bethléem, si jamais ils veulent se réunir à Jérusalem-Est, ils ne peuvent pas le faire sans l'autorisation d'Israël. Un Palestinien à Jérusalem-Est, il peut perdre à tout moment son droit de résidence à Jérusalem. L'un des motifs très souvent invoqués par le ministère de l'Intérieur israélien, c'est le manquement à l'obligation de loyauté due à l'État d'Israël qu'on impose aujourd'hui aux Palestiniens à Jérusalem-Est. Et ça passe, et parfois ils le perdent pour de simples messages envoyés sur WhatsApp. Donc le contrôle aujourd'hui de la vie des Palestiniens est tel, le contrôle de la vie, de la terre, de l'accès aux ressources naturelles palestiniennes est tel qu'il est impossible d'imaginer une seule seconde que le territoire palestinien puisse demain être un État souverain et être effectif à la fois en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza. Donc la solution à 2 États, c'est une chimère que la société internationale nous impose. Et par ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est assez hypocrite de nous dire la solution c'est à 2 États, mais en même temps on ne reconnaît pas l'État de Palestine. Ok, dans ces cas-là, si vous nous dites que c'est la solution, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui seuls 11 États sur les 27 États membres de l'Union européenne reconnaissent l'État de Palestine? Et que fait la France qui défend la solution à 2 États depuis toujours? L'État de Palestine n'est pas reconnu. Donc en fait, cette solution c'est quoi? C'est d'attendre qu'il n'y ait plus de Palestiniens en Palestine et qu'il n'y ait plus de Palestine pour reconnaître finalement l'État de Palestine. Oui, mais en fait, effectivement, si le droit international a pu être un appui pour la société civile palestinienne à plein d'égards, il est aussi, dans leur cas, écorné par un fait historique qui s'appelle la partition. Parce que cette question de 2 États, c'est le retour de cette idée qu'il fallait séparer les territoires et qui se fait dans quel contexte? Oui, c'est vrai que c'est l'ONU qui a proposé un plan de partition. Mais quelle ONU? L'ONU dans laquelle l'Algérie est un département français, l'ONU dans laquelle en fait ce sont des puissances coloniales qui à l'image de ce qui avait été fait avant, ça explique dans la région, on fait des frontières, on décide entre puissances de se partager des zones d'influence, va provoquer cette proposition qui était encore une fois, si vous regardez le plan de partition, impossible dans les faits, parce qu'en fait vous pouvez pas avoir un pays avec 3 zones sans continuité territoriale, ça n'est absolument pas possible. Et cette question de 2 États, effectivement, c'est le piège d'Oslo, c'est qu'on a dit aux Palestiniens, on ne vous reconnaît pas un droit à l'autodétermination, on reconnaît l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, comme interlocuteur pour discuter de choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'OLP, à l'époque, c'est un acteur qui revient d'exil, je rappelle, qui est ramené de l'exil par la première intifada en 87, qui va reterritorialiser entre guillemets le conflit. Enfin, c'est des gens qui ont été chassés d'abord chassés de Jordanie, puis du Liban. Ils ont leur siège en 86 à Tunis, et ils viennent négocier affaiblis avec cette idée de dire que effectivement la majorité des terres, ils ont peut-être pas de souveraineté, mais sur la majorité de la population, ils en auront. Parce que c'est ça dans Oslo, si on regarde les zones, c'est sur le contrôle, une souveraineté politique moindre sur une majorité de la population contre la majorité des terres. Mais sauf que déjà, c'était perdant. Je rajouterais sur le fait que c'était un piège et que c'était effectivement une chimère, une farce, assez cynique, le fait qu'aujourd'hui, en Cisjordanie par exemple,
l'âge médian, ou moyen, pardon, je ne sais plus, c'est environ 22-23 ans. Ce qui veut dire qu'en vérité, vous avez une majorité de la population qui n'a connu que l'occupation, sous la forme de l'échec des accords d'Oslo. C'est-à-dire qu'une situation où les violations constantes de cet accord, qui préfigure cette question de société à des États, sont permanentes. Et vous avez un troisième signe du fait qu'il y a une forme d'hypocrisie sur cette question des deux États, c'est effectivement le statut d'autorité palestinienne qui non seulement est sous tutelle et le gendarme en vérité de l'État colonial israélien, mais est en plus une autorité absolument corrompue, détestée par les Palestiniens dans leur extrême majorité. On l'a rarement vu parce que c'est aussi une autorité qui réprime, y compris les Palestiniens. Et en même temps, en 2021, lorsqu'il devait y avoir des élections et qu'il y a eu une forme de dynamique politique sur place avec des manifestations, énormément de listes citoyennes qui se sont proposées. On a vu des manifestations extrêmement importantes avec des slogans qui disaient Abbas dégage. Je veux dire, parce que Mahmoud Abbas n'est pas élu depuis 2005 ou 2004, 2006, pardon, pour la précision, pour la dernière élection présidentielle. Et qu'est-ce qui se passe dans le moment ? Qu'est-ce qu'on voit ? Moi, j'ai vu apparaître dans les mots de la diplomatie française l'idée de dire que pour Gaza, il faudrait la mettre sous le commandement de l'autorité palestinienne. Ce qui est une bonne preuve que en fait, ça sert aux Européens de déléguer leurs responsabilités dans l'affaire, parce que je rappelle qu'il y a eu des élections effectivement en 2006 et que ce n'est pas le Fatah qui est le parti de Mahmoud Abbas, et ce n'est pas l'OLP qui a gagné en majorité de ces élections, et par contre c'est l'Union européenne, les États-Unis et Israël qui ont refusé le résultat des élections, qui ont refusé l'expression populaire en Palestine des élections, parce qu'elles ne correspondaient pas aux orientations politiques qu'ils souhaitaient voir, parce qu'ils ont mis en tête le Hamas en l'occurrence, qui n'était pas reconnu comme un interlocuteur, parce qu'on ne reconnaissait que l'OLP. Or, toutes ces questions politiques, elles étouffent la situation. Donc d'abord vous avez une situation étouffante, je ne vais pas revenir dessus, qui est l'occupation totale, la possibilité de gestion de vie, de tout. On peut donner un autre exemple sur la mobilité. Un Palestinien qui veut sortir de Cisjordanie pour aller dans un autre pays, il doit demander l'autorisation à Israël pour sortir de son pays. On marche sur la tête. Ils passent en Jordanie, généralement. Ils ont très peu de pays auxquels ils peuvent avoir accès en plus. Mais, et du coup, en plus de cette occupation brutale sur la vie, qui est une exposition constante à la mort, parce que c'est ça, le colonialisme, c'est le droit de vie ou de mort sur une population, et vous avez l'étouffement de toute possibilité politique par la société civile palestinienne via la reconnaissance d'institutions illégitimes pour ces populations et illégitimes pour trouver une solution à ce conflit. On a bien vu ce que ça a donné. Donc la solution à deux États est une farce et surtout, elle n'existe pas. Sur le terrain, il n'y a qu'un seul État et c'est l'État colonial israélien. Et justement, le 18 septembre 2024 dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution exigeant qu'Israël mette fin à son occupation des territoires palestiniens dans un délai de 12 mois, donc d'ici le 18 septembre 2025. Quelle est, peut-être pour vous, INSAF, la portée juridique de la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU du 18 septembre 2024 ? Et ensuite, 5 mois, justement, après l'adoption de cette résolution de l'ONU, pourquoi la France, qui a voté justement en faveur, n'a-t-elle toujours pas pris de mesures concrètes pour son application, notamment sur l'interdiction, par exemple, des produits des colonies et l'exportation d'armes vers Israël ? Oui, je vais peut-être revenir sur la position de la France qui tient un double discours depuis toujours sur cette question-là entre ce qu'elle fait à l'ONU et aux Nations Unies et ce qu'elle fait en France vis-à-vis de son opinion publique. Cette résolution de l'Assemblée générale, elle ne sort pas de nulle part. Elle reprend en fait l'avis consultatif qui a été rendu le 19 juillet dernier par la Cour internationale de justice. C'est une décision qui est historique sur plusieurs points parce que la Cour se prononce sur à peu près toutes les problématiques juridiques que pose la question palestinienne. Elle rappelle ce que c'est que l'occupation des territoires palestiniens et la violence que ça impose aux Palestiniens. Elle parle qu'elle qualifie d'illicite, alors qu'en droit international, l'occupation en soi n'est pas nécessairement illicite. Mais là, ce qu'elle dit, c'est que Israël, violant de manière continue le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et s'étant accaparé des territoires par la force, la combinaison de ces deux interdictions, qui sont des principes fondamentaux du droit international, rend illicite la présence israélienne sur le territoire palestinien. La Cour elle reprend les mots des Nations Unies. Elle dit il y a aujourd'hui en Palestine un climat général d'impunité. Elle explique la violence des colons qui souvent
commettent des agressions à l'égard des Palestiniens. Ils ne les tuent pas parfois en présence souvent des soldats israéliens qui sont souvent complices ou en tout cas qu'ils ne font rien, que la probabilité qu'un Israélien qui violente un Palestinien soit demain arrêté, inculpé, jugé et condamné est extrêmement fine. La Cour rappelle la question de l'exploitation des ressources naturelles en disant aujourd'hui un Palestinien il n'a pas accès aux ressources en eau comme il devrait l'avoir, alors qu'une partie du territoire palestinien est riche en eau aujourd'hui. La Cour rappelle également qu'un d'un point de vue de la colonisation, il y a une accélération, et vous en parliez de la colonisation, il y a une hausse de la colonisation du territoire palestinien de 220% par rapport au début des années 2000. On est à plus de 800 000 colons israéliens, dont plus de 200 000 à Jérusalem-Est. La Cour se prononce également sur la question des discriminations que subissent les Palestiniens. Et là, elle fait une liste je vais pas égrener l'ensemble des discriminations, mais elle est très longue et la Cour le dit très clairement. Elle dit aujourd'hui il y a une ségrégation raciale en Palestine, il y a une séparation juridique, une séparation physique qui conduit à une forme d'apartheid en Palestine. Ça, la Cour le dit très clairement. Elle dit aujourd'hui un Palestinien en Cisjordanie, il dépend des tribunaux militaires israéliens, quand un colon qui pourtant habite juste à côté, lui dépend des tribunaux civils israéliens. Donc ça, c'est une séparation juridique. Elle dit qu'il y a une séparation physique avec des communautés palestiniennes qui sont encerclées aujourd'hui par des colonies et par les routes contrôlées par Israël, avec un morcellement de leur territoire. Et elle se prononce également, effectivement, sur la question des effets, des conséquences juridiques, à la fois pour Israël, évidemment, en tant que premier responsable de cette situation. Et elle dit Israël doit quitter le territoire palestinien dans les plus brefs délais. Donc l'Assemblée générale l'interprète en disant ça doit être 12 mois. On pourra y revenir. Et la Cour internationale de justice dit en revanche, vous, en tant qu'État et organisation internationale, vous avez également des responsabilités juridiques parce que la protection du droit à l'autodétermination d'un peuple colonisé est un droit, ce qu'elle dit erga omnes, c'est-à-dire qu'il s'oppose à tous et que l'ensemble de la société internationale a l'obligation de le faire respecter, ce droit à l'autodétermination. Et ça passe, par exemple, effectivement, par le fait de faire une distinction dans le commerce avec Israël entre le territoire qu'il occupe et le territoire israélien officiellement reconnu. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, l'Union européenne impose un simple étiquetage des produits en provenance des colonies israéliennes, mais ne les interdit pas sur le marché européen. Donc il est tout à fait possible d'acheter des dattes en provenance des colonies et un certain nombre d'autres produits. Ça, l'Assemblée générale dit ce n'est plus possible, c'est une violation du droit international. Elle dit que les États doivent arrêter le transfert d'armes et de munitions à Israël. Je rappelle que l'Allemagne, qui est membre de l'Union européenne, vend 30% des armes aujourd'hui à Israël. Donc ça aussi, peut-être que demain il y aura des contentieux qui vont être portés devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et elle dit aussi, l'Assemblée générale, si on doit tirer les conséquences du respect du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, ça passe par la reconnaissance de l'État de Palestine. Parce qu'aujourd'hui, 147 des 193 États membres des Nations Unies reconnaissent l'État de Palestine, donc une large majorité de la planète. D'un point de vue du droit international, la Palestine est un État et la Palestine est largement reconnue. Ce qui pose problème, c'est aujourd'hui l'absence d'effectivité due à un fait illicite qui est l'occupation militaire israélienne du territoire palestinien. Et effectivement, et c'est là que se pose le problème, c'est qu'un certain nombre d'États qui ne reconnaissent pas la Palestine ont voté en faveur de cette résolution qui est pourtant très claire d'un point de vue des obligations juridiques imposées. La France, la Belgique, un certain nombre d'autres États européens. Et donc, et je précise peut-être, c'est important que vos auditeurs l'aient en tête, c'est que la France aujourd'hui vote toutes les résolutions à l'Assemblée générale en faveur du peuple palestinien. Toutes. Elle a voté le 28 mai 2024 la résolution de l'Assemblée générale qui admet l'État de Palestine en tant qu'État membre des Nations Unies. Donc elle vote toutes ces résolutions-là. Et donc, certes, les résolutions de l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes comme peuvent l'être un certain nombre de résolutions du Conseil de sécurité, mais il y a aussi, au-delà de la question juridique, une obligation morale et politique. Comment voter toutes ces résolutions aux Nations Unies, puis derrière dire ce n'est pas le moment opportun pour reconnaître l'État de Palestine. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt le fait que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les institutions internationales, comme le droit international, peuvent être des points d'appui pour la société civile palestinienne. C'est d'ailleurs une vraie stratégie diplomatique qui a été mise en place, notamment par des dirigeants de l'OLP, d'intégrer un certain nombre de structures onusiennes pour faire reconnaître cet État qui n'était pas reconnu comme État membre. Je pense, par exemple, au fait que l'UNESCO avait été une des institutions qui avait reconnu la Palestine comme un État à part entière. Et puis, le chemin qu'a fait la Palestine pour pouvoir être reconnue par la CPI, ce qui est une autre question, mais qui a été une longue bataille et qui permet aujourd'hui qu'il y ait quand même des mandats d'arrêt qui ont été émis contre, je rappelle, Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, qui est l'ancien ministre de la Défense israélien. Bon, et du coup, sur cette question, c'est que ces institutions sont toujours l'objet de bataille. Et l'Assemblée générale de l'ONU a toujours été un lieu de bataille politique de la part, en fait, des Suds ou du Sud global, vous l'appelez comme vous voulez. On a
la question de ce qu'on a appelé la décolonisation, c'est qu'en fait la libération des peuples par leur action pour obtenir leur autodétermination est passée par cette assemblée qui a été un endroit où effectivement, il n'y a pas le déséquilibre de pouvoir qu'il existe au sein, par exemple, du Conseil de sécurité de l'ONU, dans lequel les membres permanents ont un droit de veto et ont systématiquement protégé Israël, d'où une part notamment d'impunité, et on peut penser notamment aux États-Unis. Et ça a toujours été un lieu. C'est vrai que c'est historique et intéressant. Les conséquences seront bonnes, mais c'est intéressant. Par exemple, il y a eu une résolution dans l'histoire par l'Assemblée générale de l'ONU, qui s'appelle la résolution 3379, qui a eu cours entre 1975 et 1991. Corrigez si je trompe sur les dates, mais qui se nommait élimination de toutes les formes de discrimination raciale et qui mettait le sionisme comme une forme de discrimination raciale, ce qui a des conséquences en fait, parce que dans ce cas-là, ça va avoir des conséquences sur le droit international, sur qu'est-ce qui se passe, sur quels sont le droit à appliquer dans le cadre des conflits. Alors bien entendu, tous les conflits non armés internationaux ou armés internationaux, mais qui ne sont pas entre deux armées régulières, ont des règles spécifiques. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais ça posait un cadre. Et le fait de cette reconnaissance du caractère raciste de cette entreprise coloniale avait des conséquences. Bon, et ça a été supprimé en 91. Pourquoi ? Parce que c'était une condition, en gros, de l'État colonial israélien pour rentrer dans les négociations, ce qu'on a appelé la conférence de Madrid, qui préfigure les négociations pour le processus d'Oslo. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ces instances, c'est toujours des endroits dans lesquels le rapport de force, il permet de faire pression, il permet, derrière cette sensation qui se passe rien sur place, de jouer les rapports de force là où ils sont possibles. Parce qu'encore une fois, c'est dans un cadre contraint. Ouais. Le rapport de force est complètement inégalitaire d'un point de vue militaire, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue de ressources, d'un point de vue diplomatique, politique, ce que vous voulez sur place. Voilà, c'est les limites et en même temps l'idée de dire pourquoi ne pas jouer ces batailles, même avec les limites qu'elles ont. Et je trouve ça intéressant parce que ça se multiplie quand même ces moments où on voit, dans le cadre des institutions internationales, quelque chose qui change. Et c'est pas forcément une conséquence sur le terme, mais ça préfigure à quelque chose. Peut-être très rapidement, parce que je partage le point de vue qui vient d'être fait, c'est juste dire que l'ordre international, tel qu'il est établi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qui permet aujourd'hui à l'ordre colonial israélien de se maintenir au pouvoir. C'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, il a été créé par les 5 puissances vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Parmi elles, il y avait des grands empires coloniaux qui étaient encore là. La France, le Royaume-Uni, c'était des grands empires coloniaux. Et aujourd'hui encore, il y a cet esprit colonial qu'on retrouve à travers le Conseil de sécurité. Et le problème aujourd'hui, et Israël l'a très bien compris, c'est pour ça qu'il instrumentalise aujourd'hui l'ordre international. C'est que l'ordre international tel qu'il existe aujourd'hui, il permet complètement à l'ordre colonial israélien de se maintenir. Et l'Assemblée générale, en tant que caisse de résonance des revendications de tous ces États nouvellement indépendants arrivés dans les années 60, ont tenté de mener des batailles avec leurs maigres moyens. C'est grâce à eux d'ailleurs que le droit à l'autodétermination a été inscrit comme droit fondamental du droit international. Le Conseil de sécurité ne s'est jamais permis de mettre ce droit-là sur un piédestal, etc. Donc aujourd'hui, ce que nous révèle la Palestine, c'est que l'ordre international tel qu'on a connu par le passé est en train de s'effondrer, qu'en tout cas, il est aujourd'hui contesté par une large partie de la planète, à la fois au niveau étatique, mais aussi des opinions publiques internationales, et que la Palestine nous enseigne beaucoup de choses sur cette question, sur cet ordre international qui permet finalement à une forme de colonialisme de se maintenir en Israël, mais pas que, un peu partout ailleurs dans certains pays africains. Je pense à ce que la France a fait en Afrique. Donc, la question palestinienne aujourd'hui, au-delà même des problématiques qu'elle pose en termes de colonialisme et d'occupation, révèle quelque chose de notre ordre international. Et elle montre que ceux qui ont choisi la suprématie du monde occidental sur l'ordre international plutôt que le droit, aussi imparfait soit-il, nous proposent en gros un monde dans lequel l'ordre international s'effondrant, il n'y aura plus d'ordre international. Ou, au sens de la violation des droits va devenir la norme. Et c'est exactement ce que fait l'État colonial israélien. Et c'est pour ça qu'on aura des débats, parce que c'est pas les seuls à violer le droit international. C'est pas les seuls à occuper des territoires illégalement. C'est pas les seuls à pouvoir organiser des opérations militaires en n'ayant aucun respect du minimum des droits de la guerre, ce que vous voulez, du droit humanitaire. Mais sauf que comment vous allez pouvoir le contester à partir du moment où ceux qui ont le pouvoir concret dans ce Conseil de sécurité de l'ONU, ceux qui ont un pouvoir concret sur l'ordre international par leur position de puissance, etc., ont laissé faire, ont été complices, parce que moi je dirais jusque-là, ont été complices quand vous livrez des armes comme le fait effectivement l'Allemagne, mais en partie aussi la France, et d'autres pays, quand vous ne faites absolument rien, même des convocations d'ambassadeurs, on a l'impression que ce serait une folie de le faire, ou je sais pas, vous avez Netanyahou qui a quand même traversé l'espace aérien français.
Alors qu'il est sous mandat international. Et il y a même le chancelier allemand qui a déclaré justement être prêt à accueillir Benjamin Netanyahou en Allemagne, et ce malgré le mandat d'arrêt de la CPI. Et de toute façon, il a été accueilli aux États-Unis, il a traversé, comme tu l'as dit, l'espace aérien français. Enfin, il y a une forme de grande impunité, et encore le mot est faible. Mais quelle est la solution ? Est-ce que il faut réformer le droit international ? Est-ce qu'il faut un nouvel ordre international ? Concrètement, enfin, selon vous, qu'est-ce qu'il faut modifier ? Je pense que les pays du Sud, les Suds ou le Sud global, sont en train de nous enseigner ce que devrait être l'ordre international dans les décennies à venir. En tout cas, ils tentent de le faire à la fois en investissant les mécanismes juridiques qui sont déjà existants, comme la Cour internationale de justice. Ce que fait l'Afrique du Sud, c'est assez inédit. Et puis, en plus, elle embarque avec elle un certain nombre d'autres États, pas que d'ailleurs des Suds, parce que l'Espagne et l'Irlande ont rejoint entre-temps la procédure en soutien à l'Afrique du Sud. Mais là, par exemple, sur l'Allemagne, on va payer pendant des décennies notre double standard et notre double discours sur la question palestinienne. Comment est-ce que dans 10 ans, quand un conflit d'une telle ampleur ou même moindre surviendra dans un pays du Sud et que la France ou l'Allemagne viendra donner des leçons en disant la Cour pénale internationale doit ouvrir une enquête, doit émettre des mandats d'arrêt, mais ces États du Sud pourront, et à juste titre, nous rironner en nous disant mais nous, il y a 10 ans, quand on vous disait que la commission d'un génocide en direct, sous nos yeux, documenté, établi par la fois les ONG, par la société civile, par des États, par des juridictions internationales a été établie. Aujourd'hui, vous nous demandez, nous, de respecter le droit international, alors que vous n'avez pas été capable de le faire, alors que, et ce qui est encore plus grave, je le pense, c'est que la France prétend défendre le droit international et prétend, je rappelle que la France est le 3e contributeur à la Cour pénale internationale aujourd'hui, par exemple. Donc il y a un peu ce double discours où le droit international devient un peu la variable d'ajustement de nos diplomaties occidentales, la France en particulier, mais l'Allemagne le fait là récemment, mais la France l'a fait avant elle. Et donc on ouvre la voie finalement à un double standard à l'égard du droit international qu'on va évidemment payer pendant des décennies, et on le commence déjà à le payer aujourd'hui sur l'Ukraine. Aujourd'hui, aller demander à des États du Sud d'aller défendre l'Ukraine qui subit elle aussi une occupation et une agression armée de la Russie. Comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, nous aussi l'Ukraine nous intéresse, alors qu'on n'est pas capable d'avoir la même position sur la question palestinienne et sur la Cour pénale internationale? C'est assez révélateur. Le problème aujourd'hui de l'ordre international, ou en tout cas des juridictions internationales, c'est qu'elles n'ont aucun moyen de faire appliquer leurs décisions, et que le droit international étant bâti sur la volonté des États, car ce sont eux les créateurs du droit international et des règles du droit, en fait, sans volonté politique de ces États, ce qu'on disait sur le Conseil de sécurité, il ne faut pas attendre à ce que nos décisions juridiques, donc à la fois que ce soit les mandats d'arrêt ou que ce soit les ordonnances rendues par la Cour internationale de justice dans l'affaire du génocide porté par l'Afrique du Sud, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles soient mises en œuvre si demain le Conseil de sécurité ne prend pas de résolution. Parce que je rappelle que la Cour internationale de justice, c'est un des organes principaux des Nations Unies, et qu'à chaque fois, ce qu'elle demande, c'est à ce que le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale tirent les conséquences de ces décisions, ce que fait l'Assemblée générale, mais ce que ne fait jamais le Conseil de sécurité sur la question palestinienne. Je rappelle que depuis 1947 et le plan de partage, le Conseil de sécurité a adopté plus de 300 résolutions sur la question palestinienne et les conflits israélo-arabes. Sur ces 300 résolutions, la plupart n'ont pas été mises en œuvre par Israël, mais pire encore, le Conseil de sécurité ne tire jamais les conséquences de l'absence de respect de ces résolutions et n'adopte jamais de sanctions, alors qu'il existe aujourd'hui dans la Charte des Nations Unies les possibilités d'adopter des sanctions économiques, politiques, diplomatiques, comme on l'a fait à l'égard de l'Afrique du Sud au moment du régime d'apartheid, par exemple. Et puis certaines, en plus de ces résolutions, sont abandonnées à l'idée qu'elles seraient irréalisables ou en tout cas trop gênantes pour l'État d'Israël. Je parle par exemple du droit au retour des réfugiés, qui est un droit qui est consacré par le droit international et qui aujourd'hui, quand ils l'ont évoqué, on nous explique dans le débat un peu médiatique et politique que il faudrait peut-être faire des négociations, une petite rémunération et puis on oublie tout ça. Alors que je veux dire, le droit le deux poids deux mesures est ce qui règne en droit international, mais aussi parce que la question c'est comment on réintroduit un rapport de force. Encore une fois, le droit, il ne provient pas de nulle part. C'est pas juste on déclare ce qui est au niveau du royaume des idées. C'est une réalisation qui se fait à partir des conflits réels qui existent dans la société. On venait d'un dernier exemple. Quand les États nouvellement libérés, indépendants des années 60 arrivent à l'Assemblée générale de l'ONU, ils portent aussi derrière, des conflits
des fois extrêmement violents contre les colonisateurs. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a aussi une architecture du droit qui va se construire après. Le protocole additionnel de 1973, vous me corrigez si je me trompe, mais enfin, c'est la conséquence de ces mouvements de décolonisation qui ont aussi été des mouvements armés, asymétriques, imposant des nouvelles formes de conflictualité qui ont imposé qu'on renouvelle des règles, qu'on retrouve des moyens d'encadrer, avec toujours cette idée qui est une idée intéressante pour la modernité d'encadrer le droit de la guerre. On pourrait se dire, mais comment ça Ben oui, on peut trouver des règles, on peut essayer de proposer une architecture différente. Et donc cette question du rapport de force, c'est comment on réintègre ce rapport de force pour que le droit, il puisse ne pas être un droit suspendu, parce que c'est ça le droit international, suspendu à la question des rapports de puissance réels qui existent. C'est pour ça. Je veux dire, par exemple, la France a-t-elle intérêt à appliquer l'ensemble du droit international ? Vous regarderez la situation à Mayotte et ce que dit l'ONU et l'ordre international sur les violations que la France fait du droit à l'autodétermination. Au Sahara occidental, et les exemples peuvent être multipliés comme ça, parce que derrière les anciens empires coloniaux, il reste des puissances dont le colonialisme est un angle mort absolu. On le voit encore une fois, je suis désolé, je dis un mot, mais hier encore dans le débat, quand M. Apathy est attaqué parce qu'il a expliqué qu'en Algérie, la France avait fait 100 au Souglan, et là, les médias, un certain nombre de journalistes, aucune culture, et qui nous disent comment ça, ils n'ont pas entendu parler des enfumades, du fait que la population recule en Algérie entre 1830 et 1870. C'est une folie. Et donc, dans ces angles morts, il faut réintroduire le rapport de force. Et c'est là où je dis, en dehors des institutions internationales, en dehors des stratégies qui appartiennent aux Palestiniens et aux autres, de venir utiliser cet ordre international pour pouvoir aller dans leur sens et obtenir des droits, il faut que, au-delà des États, il y ait des populations qui bougent, des populations qui puissent organiser des revendications. On l'a vu, on pourrait penser que c'est pas suffisant, mais le fait qu'il y ait des manifestations massives, ça a fait que la Palestine est vue comme un symbole de toutes les luttes et de beaucoup de luttes dans le monde. Et on pourrait se dire, mais c'est injuste, il y a d'autres endroits où il y a aussi des milliers de morts, voire plus, des conflits beaucoup plus meurtriers, qu'ils soient coloniaux ou non, conflits et peut-être le mauvais terme. Enfin, je veux dire, ça joue, et c'est là-dessus qu'il faut aller demander des reconnaissances, des condamnations. Et pareil, je veux dire, on va en parler peut-être, mais l'accord entre l'Union européenne et Israël, justement, c'est ce qui suit, ouais. Par exemple, réintroduire le rapport de force, c'est de faire en sorte que ce sont des populations qui poussent les États à appliquer et à les mettre en face d'un miroir, celui de l'hypocrisie du monde occidental quant au droit international. Justement, donc l'Union européenne maintient maintenant depuis 25 ans, donc depuis l'année 2000, son accord d'association avec Israël malgré la violation de son article 2 qui impose le respect des droits humains. Qu'est-ce qu'attend l'Union européenne pour suspendre cet accord et quelle pression la France pourrait-elle exercer en ce sens ? L'accord d'association entre Israël et l'Union européenne, c'est le reflet finalement de toutes les divisions au sein de l'Union européenne sur la question palestinienne. Il y a aujourd'hui, je rappelle par exemple, c'est un exemple qui peut être très parlant, au moment, rappelez-vous, c'était en avril ou en mai dernier, l'Espagne a pris à corps la question de la reconnaissance de l'État de Palestine en essayant d'emmener un peu toute l'Union européenne en se disant ce qui peut marcher, ce qui peut permettre d'isoler davantage le gouvernement israélien, c'est que l'Union européenne reconnaisse l'État de Palestine, tous ensemble. Elle a essayé, et Pedro Sanchez, au moment où il prend la parole avec notamment son homologue irlandais, norvégien, mais la Norvège n'est pas dans l'Union européenne, il dit clairement, on a essayé de rallier l'intégralité de l'Union européenne, mais on a fait face à un mur. Aujourd'hui, il y a au sein de l'Union européenne des États alliés indéfectibles à Israël, l'Allemagne en premier rang, qui est quand même la première puissance économique du continent. Donc, qu'on le veuille ou non, tant que l'Allemagne aura cette position-là intransigeante sur cette question et qu'elle refusera, changer de position, et là, elle ne risque pas, au regard des élections récentes et des récentes déclarations du chancelier allemand, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Donc, en fait, ça oblige un certain nombre d'États européens à agir soit en petits groupes, avec donc là l'Espagne, la Slovénie et l'Irlande. Et d'ailleurs, c'était assez fort, et ça m'a marqué, c'est que quand le Premier ministre irlandais prend la parole pour annoncer la reconnaissance de l'État de Palestine, derrière lui, il a le drapeau de son pays, le drapeau des Nations Unies, mais il a enlevé le drapeau de l'Union européenne. Et le message, il est très clair. Quand il met ça, il le fait pas par hasard, le Premier ministre irlandais, il le dit. Il dit aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas un continent uni, alors que, historiquement, l'Union européenne reconnaît à la fois le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, elle a reconnu dès 1997, et elle reconnaît que la solution à deux États doit primer. Mais le problème, c'est qu'au sein de l'Union européenne, aujourd'hui, vous avez trois groupes qui se font face, ceux qui reconnaissent l'État de Palestine et qui estiment que la Palestine est un État, qu'elle est empêchée d'être un État souverain par un fait illicite au regard du droit international. Vous avez un deuxième groupe qui est plutôt défensif
défendue par la France qui dit de manière un peu ambiguë, oui, on va reconnaître l'État palestinien, mais ce n'est pas le moment opportun, on va attendre de voir, qui reste flou, mais qui pourrait apparemment reconnaître l'État de Palestine en juin prochain à l'occasion d'une conférence internationale co-organisée avec l'Arabie Saoudite. Et puis il y a ce troisième groupe d'États qui est très catégorique, porté par l'Allemagne, qui dit on ne reconnaîtra pas l'État de Palestine. Et toute reconnaissance de l'État de Palestine doit passer avant tout par des négociations avec Israël, ce qui est complètement fou d'un point de vue du droit international. Et la Cour le dit, la Cour internationale de justice l'a dit cet été. Elle a dit on ne peut pas conditionner l'existence d'un droit d'un peuple à l'autodétermination, donc le peuple palestinien, à la décision de la puissance occupante. Sauf que quand on dit il faut des négociations politiques avec Israël avant de décider de reconnaître la Palestine, ça veut dire qu'en fait le sort du peuple colonisé est entre les mains de la puissance occupante qui va décider finalement à travers cet accord du sort de où est-ce que les Palestiniens pourront vivre, de quelle manière ils pourront vivre, quelle sera la forme de l'État palestinien. Et ça, d'un point de vue du droit international, mais au-delà du droit international, c'est quand même aberrant de se dire que le sort du peuple colonisé est entre les mains de la puissance occupante. La position de l'Allemagne est complètement aberrante d'un point de vue du droit international. Oui, parce que c'est une position politique qui, on l'a bien vu depuis 2023 là, et les 2 ans absolument terrifiants qui se sont présentés devant nous là, que il n'y a aucune forme de rationalité au soutien à l'État d'Israël. Aucune forme de rationalité. Je ne dis pas l'État, bien entendu, que les personnes qui sont touchées personnellement, etc., par les violences des massacres, etc., c'est une autre chose. Et les êtres humains ont le droit d'être attachés à la vie, et toute vie est une vie. La question, c'est que le soutien à l'État colonial d'Israël n'a aucune forme de rationalité. Pourquoi ? Parce qu'elle est une position de principe de soutien à un État qui a violé l'ensemble des résolutions qu'on a voulu appliquer. Dans la liste des crimes contre l'humanité, il y en a quand même probablement très peu qui n'ont pas été commis par cet État. Et le problème, c'est que nous sommes dans une relation de complicité. L'Allemagne est complice. Elle fournit les armes pour pouvoir tuer des gamins. C'est ça la réalité. Et l'Allemagne a un très très mauvais regard sur sa propre histoire. Je rappelle qu'il y a eu 2 génocides commis par l'Allemagne. Et c'est donc une position qui n'a pas de forme de rationalité. Et du coup, il ne peut pas y avoir de débat. Encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il doit y avoir une forme de rapport de force. Vous avez vu Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens, fait une conférence à Berlin et la police rentre dans la salle. Quelle forme de rationalité ? Elle a été menacée plusieurs fois. Ouais. L'Allemagne qui, dans sa loi fondamentale qui lui sert d'éthique constitutionnelle, a constitutionnalisé la question du respect du droit comme une valeur nationale. Et ça, ce pays, et vous voyez... Elle l'a dit elle-même, elle n'avait jamais été aussi mal reçue qu'en Allemagne. Mais parce qu'encore une fois, il n'y a aucune forme de rationalité au soutien à l'État colonial israélien, ni le droit international, ni une moindre éthique. On ne peut pas justifier, au nom de rien du tout, l'action réelle de ce qui se passe sur place. Et donc, du coup, la question, c'est, encore une fois, un rapport de force, je vais en citer un, qui est intéressant de mon point de vue, c'est le fait que la société civile palestinienne s'est organisée sous la forme d'un mouvement qui s'appelle BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, boycott, désinvestissement, sanctions. Et c'est important à les regarder. Pour quelle raison ? Parce que ça n'est pas de nulle part. Ça naît d'une société civile palestinienne, pacifique, non armée, qui, tirant le bilan de l'affaiblissement des rapports de force qu'a connu la forme de la lutte armée qui est existante dans l'histoire de la Palestine, mais également dans le droit international, de l'affaiblissement du rapport de force qui existe du point de vue diplomatique, etc., a dit, on va faire autre chose. On va faire à côté de tout ce qui se passe déjà, des actions dans lesquelles on peut investir les citoyens partout, d'un moyen de pression politique, pacifique, pour pouvoir justement aller questionner, questionner les relations économiques, les relations politiques qui sont établies entre des institutions, des États et les colonies et l'État colonial israélien. Et ça, c'est quelque chose qui peut permettre aux gens de s'investir et d'essayer d'aller appliquer les rapports de force. On pourrait se dire, mais ça sert à rien. En fait, si, il y a eu d'ailleurs des réponses. L'État colonial israélien a organisé lui-même son propre programme de soft power, si vous voulez, pour pouvoir justement redorer son image, parce que ce stigma moral qu'il existe sur le fait que cet État est un État voyou, est un État qui devrait être mis au banc de la société internationale, qui, selon les règles de la charte de l'ONU, pourrait être exclu temporairement, voire définitivement. C'est possible, s'il n'y avait pas de soutien probablement du Conseil de sécurité. Voilà,
puissent recevoir un traitement approprié, c'est-à-dire une mise en accusation. Or, et c'est ça bien le problème, c'est que généralement, ils ne sont jamais accusés de rien, par les puissances occidentales. Elles sont dans une optique de compréhension qui se mue en complicité. Et ça ne peut être bougé qu'à partir du moment où les populations s'investissent. Parce qu'on disait tout à l'heure, il faut de la volonté politique, mais ça veut dire qu'il faut aussi des majorités politiques qui rompent avec ça. Et ça, c'est une vraie question immense pour la politique. Mais quelle majorité politique aurait une volonté de rompre avec non seulement l'accord actuel et les relations qu'on a avec l'État israélien, mais surtout avec la conception coloniale de l'ordre international qui irrigue ce fonctionnement-là. Et ça, c'est un sujet d'avenir, mais c'est un sujet immense. C'est une dernière réaction avant de oui, clôturer ce qui est assez flagrant là, dans cette question, mais que l'Allemagne soulève avec ses récentes déclarations, c'est qu'encore une fois, finalement, la réponse provient des pays du Sud parce que c'est le Nicaragua, finalement, qui dit en fait, il y a des règles qui doivent s'imposer. Et en fait, quand on vend des armes à un État qui commet probablement, ou en tout cas qui fait face à des accusations de crimes de génocide, eh bien, notre responsabilité internationale peut être engagée en tant qu'État. Et donc là, le Nicaragua, sur la base, encore une fois, de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, attaque, on appelle ça une requête introductive d'instance, l'Allemagne devant la Cour internationale de justice en disant que les ventes d'armes, mais pas que, à l'époque c'était aussi l'arrêt du financement à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, attaque l'Allemagne pour violation de ses obligations d'un point de vue droit international avec ses ventes d'armes, parce que je le rappelle, dans la Convention pour la répression et la prévention et la répression du crime de génocide, il y a le mot prévention, et le Nicaragua, comme l'Afrique du Sud, finalement prend ses responsabilités en disant on voit ce qui se passe et on veut prévenir la commission du crime de génocide, donc on poursuit les États complices, et effectivement demain d'autres États pourraient tout à fait également poursuivre la France, qui est aussi signataire de cette convention. C'est pas le cas pour l'instant parce que la guerre s'est interrompue et heureusement, mais en tout cas, les États du Sud, finalement, encore une fois, portent le flambeau de la justice pour tous, et y compris pour le peuple palestinien qui, depuis trop longtemps maintenant, a été privé de son droit le plus fondamental. Faillite morale de l'Occident. Oui. C'est tout. Merci Insaf, merci Paul, merci d'avoir regardé ce fond de l'info. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou par mail. Si vous nous regardez à la télévision, continuez à soutenir le média, votre média, un média qui vous garantit une information libre. Alors abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Bonne suite des programmes sur le média.